Pourquoi le plus grand monarque de la terre, le roi des rois Xerxès, à la tête d'une armée si vaste qu'elle aurait bu les fleuves à sec, a-t-il stoppé sa marche conquérante pendant 4 jours entiers devant une poignée de soldats dérisoires, bloquant un passage qu'il aurait pu, en théorie, contourner dès le premier soir? Et cette fameuse prophétie de l'oracle de Delphes, prédisant qu'un roi spartiate devait mourir pour sauver sa patrie, était-elle une véritable vision divine ou le plus brillant coup de propagande de l'histoire, une manœuvre politique conçue pour sanctifier une mission suicide et forcer la main d'une Grèce divisée et terrifiée? L'histoire de la bataille des Thermopyles n'est pas un simple récit de bravoure. C'est un abîme de questions stratégiques, de manipulation psychologique et de calcul de sang-froid, où chaque geste héroïque cache une raison d'État implacable. Au début de l'année 480, avant notre ère, le monde connu retenait son souffle. De l'Est déferlait une tempête comme l'humanité n'en avait jamais vu. Xerxès le Grand, fils de Darius, héritier de l'immense empire achéménide, avait mis en branle une machine de guerre d'une ampleur inimaginable. Les sources antiques, avec leur goût pour l'hyperbole, parlent de millions d'hommes. Les estimations modernes, plus sobres, évoquent entre 200 000 et 300 000 guerriers, mais même ce chiffre représentait une force d'invasion sans précédent, une marée humaine capable de submerger n'importe quelle nation. Pour faire traverser cette multitude de l'Asie vers l'Europe, les ingénieurs perses avaient accompli l'impossible. Ils avaient jeté un double pont de bateaux sur le détroit de l'Hellespont, 1,5 kilomètre d'eau tumultueuse désormais domptée par la volonté d'un seul homme. C'était plus qu'un exploit technique. C'était un acte de défi aux dieux eux-mêmes, une affirmation que même la nature devait se plier au pouvoir du roi des rois. La nouvelle de cette armée en marche se propagea en Grèce comme un poison, semant la panique. Les cités-États helléniques, fières, indépendantes et perpétuellement en guerre les unes contre les autres, se retrouvèrent face à un ennemi qui ne faisait pas de distinction entre Athéniens, Corinthiens ou Thébains. Pour l'Empire perse, il n'était que des Grecs, une mosaïque de petites puissances arrogantes à soumettre. La terreur engendra la soumission. De nombreuses cités du nord de la Grèce, voyant l'avalanche inéluctable offrir la terre et l'eau, le symbole de la reddition totale. Les ambassades se multipliaient, les alliances se formaient et se brisaient en l'espace de quelques jours. La Ligue hellénique, une coalition défensive chancelante, peinait à trouver une stratégie commune. Au milieu de ce chaos, une cité restait à part, silencieuse et redoutable, Sparte. Lacédémone n'était pas une cité comme les autres. C'était une caserne à ciel ouvert, une société entièrement dédiée à l'art de la guerre, où la vie d'un citoyen n'avait de valeur que dans sa capacité à servir l'État sur le champ de bataille. L'empire de Xerxès était bâti sur la peur, et Sparte sur le déni de la peur. Aux Thermopyles, la peur est venue regarder son déni dans les yeux. Les Éphores, les magistrats suprêmes de Sparte, étaient paralysés par les traditions religieuses. L'invasion coïncidait avec la fête des Carnéia, une période sacrée durant laquelle toute activité militaire était interdite. Mais face à l'extinction possible de toute la civilisation grecque, l'un des 2 rois de Sparte, Léonidas, décida de passer outre. C'est alors que l'oracle de Delphes, la voix la plus respectée et la plus énigmatique du monde grec, rendit son terrible verdict. La Pythie déclara que soit Sparte serait rasée jusqu'aux fondations, soit un de ses rois, descendant d'Héraclès, devrait périr. Pour un esprit moderne, c'est une superstition. Pour un Grec de l'époque, c'est le souffle du destin. Léonidas, un homme d'une 50aine d'années, pragmatique et endurci par une vie de discipline spartiate, saisit cette prophétie. Était-ce par foi ou par calcul? Nul ne le saura jamais. Mais il l'utilisa comme un levier. Bravant les interdits, il ne mobilisa pas l'armée. Il rassembla sa garde personnelle, les IP, 300 hoplites d'élite. Et il y ajouta une condition sinistre. Chacun de ces 300 hommes devait avoir un fils vivant pour perpétuer sa lignée. Ce n'était pas une armée qu'il levait, c'était un détachement de martyrs désignés, une force dont la mission n'était pas de vaincre, mais de mourir. Leur départ de Sparte ne fut pas marqué par des acclamations, mais par un silence lourd et respectueux. Les femmes de Sparte, aussi dures que leurs hommes, ne pleuraient pas. Quand son épouse Gorgo lui demanda ses ordres avant son départ, Léonidas lui répondit simplement « Épouse un homme de bien
et enfante des enfants de bien. C'était l'adieu d'un homme qui savait qu'il ne reviendrait pas. Cette troupe funèbre s'ébranla vers le nord, non pas pour arrêter la marée perse, mais pour construire une digue de leur propre corps, pour gagner le temps précieux dont la Grèce avait désespérément besoin pour organiser sa véritable défense. Ils marchaient vers un défilé étroit, un goulet d'étranglement connu sous le nom des portes chaudes. Léonidas a-t-il réellement cru à la prophétie ou a-t-il simplement utilisé la religion comme un outil pour justifier un sacrifice politiquement nécessaire? Le débat est ouvert. Que pensez-vous qu'il était, un croyant agissant par piété ou un stratège manipulant les symboles? Exprimez votre opinion dans les commentaires, un acte de foi ou un pur calcul politique. Les portes chaudes. Le nom même, Thermopyles, évoquait la chaleur des sources sulfureuses qui jaillissaient du sol, créant un paysage de vapeur et de roches rougeâtres. Mais, pour Léonidas et ses hommes, ce nom allait prendre une signification bien plus sanglante. En arrivant sur les lieux, le roi spartiate comprit immédiatement pourquoi le stratège athénien Thémistocle avait insisté pour que la défense s'organise ici. La géographie était leur meilleur allié, une arme plus redoutable que n'importe quelle épée. Le passage était une bande de terre incroyablement étroite, coincée entre les falaises abruptes du mont Calydrome et les eaux alors peu profondes du golfe Maliaque. À son point le plus resserré, le défilé ne mesurait que quelques mètres de large, à peine assez pour laisser passer un chariot. C'était un entonnoir naturel, un piège parfait pour la gigantesque armée perse. Ici, la supériorité numérique écrasante de Xerxès ne signifiait plus rien. Qu'il soit 100 000 ou 1 million, les Perses ne pourraient engager au combat qu'une poignée d'hommes à la fois, un nombre équivalent à celui des défenseurs grecs. Léonidas inspecta le terrain avec l'œil d'un prédateur. Il repéra les vestiges d'un ancien mur construit des années auparavant par les Phocidiens pour se protéger des invasions aessaliennes. Le mur était en ruine, mais il constituait une base. Il ordonna immédiatement sa reconstruction. Pendant que les Spartiates et leurs alliés s'affairaient à empiler des pierres, les contingents des autres cités grecques commençaient à arriver. L'armée totale rassemblée aux Thermopyles comptait environ 7000 hommes, une force dérisoire face à la machine de guerre perse. Il y avait 700 Thespiens, des citoyens soldats venus d'une petite cité de Béotie, qui allaient se révéler d'une bravoure stupéfiante. 400 Thébains, dont la loyauté était douteuse, Thèbes étant soupçonné de pencher du côté des Perses. Des Phocidiens, des Locriens et des contingents de diverses autres cités de la région. Le camp grec était un microcosme de la Grèce elle-même, un rassemblement d'hommes courageux mais méfiants, les uns envers les autres, en proie aux rivalités locales et à la peur. En voyant l'immensité de l'armée perse, qui commençait à s'installer dans la plaine de Trachie, la panique s'empara de beaucoup. Certains chefs alliés, notamment ceux du Péloponnèse, voulaient battre en retraite et défendre l'isthme de Corinthe, abandonnant ainsi toute la Grèce centrale. La coalition menaçait de se désintégrer avant même que le premier sang ne soit versé. C'est là que le génie du commandement de Léonidas se manifesta. Il ne céda pas à la pression. Avec un calme glacial, il rejeta toute idée de retraite. Sa simple présence, la réputation de ses 300 Spartiates suffisait à imposer le respect et à calmer les esprits les plus effrayés. Il leur expliqua la logique implacable de la position. Ici, chaque homme en valait 10. Ici, il pouvait tenir. Pendant ce temps, Xerxès était arrivé et avait établi son camp. En découvrant la maigre troupe qui lui barrait la route, il fut pris, selon Hérodote, d'un fou rire. Il ne pouvait croire que cette poignée d'hommes ait l'intention de lui résister. Persuadé qu'ils allaient s'enfuir à la simple vue de son armée, il décida d'attendre. Un jour passa, puis 2, puis 3. Les Grecs ne bougeaient pas. Ce n'était plus une question de force, mais un duel de volonté, une guerre psychologique. Un éclaireur perse, envoyé en reconnaissance, revint rapporter une scène surréaliste. Il avait vu les Spartiates à l'extérieur du mur, nus, occupés à peigner leurs longs cheveux et à s'exercer à la gymnastique. Xerxès, perplexe, demande à Démarate, un roi spartiate exilé qui faisait partie de sa suite, la signification de ce comportement étrange. Démarate lui expliqua que c'était une coutume lacédémonienne. Les Spartiates,
se paraient et soignaient leurs cheveux lorsqu'ils s'apprêtaient à risquer leur vie. Ils ne se préparaient pas à fuir, ils se préparaient à mourir. Le 4e jour, la patience de Xerxès arriva à son terme. Il envoya un émissaire avec un ultimatum simple, que les Grecs déposent les armes et ils auraient la vie sauve. La réponse de Léonidas, rapportée par Plutarque, est entrée dans la légende. 2 mots d'une audace et d'un mépris absolu, Molon Labe. Viens les prendre. Cette phrase devint le cri de ralliement de la résistance, la devise de toute la défense. C'était la fin des pourparlers, la fin de la guerre des nerfs, l'heure de l'acier et du sang avait sonné. La tension dans le défilé était palpable, un silence lourd que seul le bruit des vagues et le murmure du vent dans les falaises venaient troubler. Chaque battement de cœur résonnait de la prémonition du carnage à venir. Xerxès, humilié par ce défi insolent, perdit patience. L'attente était terminée. Il donna l'ordre. La première vague d'assaut fut confiée aux Mèdes et aux Siciens, des peuples vassaux de l'Empire, des dizaines de milliers de guerriers endurcis jetés contre le mur de pierre et de bronze. La plaine résonna du son des cors et des tambours, un vacarme assourdissant conçu pour terrifier l'ennemi. La masse des assaillants s'ébranla, une marée sombre avançant sous une grêle de flèches. Les archers perses étaient réputés et leurs volées pouvaient obscurcir le ciel. Un Grec de Trachis, terrifié, avait dit aux Spartiates que les flèches perses seraient si nombreuses qu'elles cacheraient le soleil. Diénèque, un Spartiate, aurait alors répondu avec un humour noir typiquement laconique « Parfait, nous combattrons à l'ombre ». Cette réplique illustrait l'état d'esprit des défenseurs. Ils n'étaient pas venus ici pour survivre. La vague d'infanterie perse frappa le mur grec et le fracas fut celui d'un océan se brisant sur une falaise de granit. La phalange hellénique était une merveille de technologie militaire et de discipline. Chaque hoplite était protégé par un grand bouclier rond en bois et en bronze, l'aspice qui couvrait son flanc gauche et le flanc droit de son voisin, créant un mur de métal impénétrable. De cette muraille hérissée pointaient les longues lances, les dories de près de 3 mètres de long, qui maintenaient l'ennemi à distance et le transperçaient avant même qu'il ne puisse utiliser ses armes plus courtes. Les Mèdes, équipés de boucliers d'osier, de tuniques matelassées et d'armes légères, n'avaient aucune chance. Ils s'empalaient sur la forêt de lances, leurs assauts se transformant en un chaos sanglant. Ceux qui parvenaient à franchir la première rangée de piques étaient accueillis par les épées courtes des Spartiates, les xyphos, des lames redoutables conçues pour poignarder et trancher dans le corps à corps le plus brutal. Le défilé étroit, qui ne permettait qu'à quelques centaines d'hommes de combattre à la fois, se transforma en un hachoir à viande. Les cadavres s'entassaient, formant des remparts macabres sur lesquels les vagues suivantes devaient grimper pour atteindre les Grecs. La supériorité de l'équipement lourd et de la formation des hoplites était écrasante. Mais les Spartiates ne se contentaient pas d'une défense statique. Ils étaient allés maîtres de la tactique. À plusieurs reprises au cours de la journée, ils utilisèrent une ruse dévastatrice, la fausse retraite. La phalange se rompait soudainement et les Grecs faisaient semblant de s'enfuir en désordre. Les Perses, croyant la victoire à portée de main, poussaient des cris de triomphe et brisaient leurs rangs pour se lancer à leur poursuite. C'était le piège. Une fois l'ennemi désorganisé et étiré, les Spartiates, sur un signal, faisaient volte-face en parfaite coordination, reformaient leurs murs de boucliers et chargeaient leurs poursuivants abasourdis. La surprise était totale, le massacre inévitable. Du haut de son trône d'or, installé sur une colline voisine pour assister au spectacle de sa victoire, Xerxès voyait ses troupes se faire tailler en pièces. Hérodote, l'historien, raconte que le roi des rois bondit 3 fois de son siège ce jour-là. Non pas de joie, mais de terreur pour son armée. Il voyait des milliers de ses hommes mourir, piétinés, noyés dans les marais côtiers ou massacrés par une poignée de défenseurs implacables. Les attaques se succédèrent toute la journée, vague après vague. Les Mèdes furent relevés par d'autres contingents, mais le résultat fut le même. Les Grecs, eux aussi, subissaient des pertes, mais ils organisaient des rotations parfaites. Les unités se relayaient sur la ligne de front, permettant aux combattants de se reposer, de se réhydrater et de soigner leurs blessures avant de retourner dans la mêlée. Les Spartiates, au cœur de la défense,
semblaient infatigables, des machines de guerre parfaites forgées par une vie d'entraînement. Lorsque le soir tomba, le sol du défilé était jonché de milliers de corps perses. Les attaques cessèrent. Le premier jour de la bataille s'achevait sur une défaite humiliante et totale pour l'Empire. Le mur de boucliers avait tenu, la vague avait été repoussée. Mais ce n'était que le début. Le choc et la fureur du roi perse n'avaient été d'égal que la sombre et froide détermination des hommes qui attendaient, dans le silence ensanglanté, l'assaut du lendemain. La fureur de Xerxès était immense. Son orgueil de monarque absolu, habitué à ce que sa volonté soit loi, venait de se heurter à un mur de bronze et de chair. Il avait perdu des milliers de ses meilleurs soldats contre une force insignifiante. Le soir du premier jour, dans son campement opulent, l'ambiance n'était plus à la confiance arrogante mais à la consternation. Il convoqua ses généraux, exigeant des explications qui ne pouvaient venir. Comment une telle chose était-elle possible? Pour le deuxième jour, il décida de cesser de gaspiller ses troupes vassales. Il allait jouer son atout maître, l'unité la plus prestigieuse de toute son armée, sa garde personnelle, les 10 000 immortels. Ce nom seul suffisait à inspirer la crainte. C'était un corps d'élite composé des meilleurs guerriers mèdes et perses. On les appelait les immortels, car leur nombre était toujours maintenu à exactement 10 000. Dès qu'un soldat tombait, il était immédiatement remplacé, donnant l'illusion d'une force éternelle et invincible. Ils étaient magnifiquement équipés, portant des armures à écailles de fer sous de riches tuniques brodées. Leurs lances étaient ornées de grenades d'or ou d'argent pour distinguer les officiers des simples soldats. Leur réputation les précédait sur tous les champs de bataille. Leur intervention devait être décisive, un coup de tonnerre qui anéantirait la résistance grecque et laverait l'humiliation de la veille. À l'aube du deuxième jour, l'assaut des immortels fut lancé sous le commandement d'Hydarnès, l'un des plus proches généraux de Xerxès. Ils avancèrent avec une discipline et une confiance qui manquaient aux troupes de la veille. Leur charge était impressionnante, une vague scintillante d'or et d'acier. Mais les Thermopyles sont un lieu qui ne pardonne pas l'arrogance. Une fois de plus, la géographie imposa sa loi cruelle. Dans l'étroit défilé, les immortels ne purent déployer leur formation. Leur supériorité numérique fut annulée. Pire encore, leur armement se révéla inadapté. Leurs lances étaient de plus courtes que celles des Grecs, les empêchant d'atteindre leurs adversaires. Leurs boucliers d'osier, bien que plus maniables, n'offraient qu'une protection dérisoire contre les coups de pointe des doris spartiates. L'élite de l'armée perse se retrouva dans la même situation désespérée que les Mèdes avant eux. Ils se heurtèrent à la phalange, une formation que les Grecs avaient perfectionnée pendant des siècles. Les Spartiates, les Thespiens et les autres alliés, se relayant sans cesse, formèrent un mur infranchissable. Le choc de l'acier d'élite contre le bronze des citoyens soldats se solda par un nouveau carnage. Les immortels, malgré leur bravoure indéniable, tombèrent par centaines, leurs corps s'ajoutant à ceux de la veille. Le mythe de leur invincibilité se brisait dans le sang et la boue du défilé. Leur courage se fracassait contre une discipline supérieure et un avantage tactique écrasant. Pour Xerxès, qui observait une nouvelle fois le désastre, le spectacle était insupportable. Son unité d'élite, la fierté de son empire, la manifestation de sa puissance était en train d'être systématiquement détruite. La journée s'écoula dans une succession d'assauts désespérés et de repoussés sanglants. À la fin du deuxième jour, les immortels durent se retirer, laissant derrière eux un nombre effroyable de morts. L'armée perse était profondément démoralisée. 2 jours de combats acharnés n'avaient abouti à rien, sinon à des pertes catastrophiques. Une victoire frontale était clairement impossible. La frustration et le doute commençaient à ronger le commandement perse. Dans le camp grec, l'épuisement était extrême, mais le moral était au plus haut. Ils avaient affronté et vaincu les meilleures troupes que le plus grand empire du monde pouvait leur opposer. Une sombre certitude s'installait en eux. Ils pouvaient tout tenir. Ils avaient prouvé que l'esprit pouvait triompher de la matière, que quelques hommes libres pouvaient tenir en échec des légions d'esclaves. Mais l'histoire est rarement une affaire de pure bravoure. Alors que le désespoir s'installait dans le camp de Xerxès,
Une ombre se glissa hors des montagnes, portant avec elle le germe de la trahison, la véritable clé qui allait décider du sort des Thermopyles. La défaite des Immortels a brisé un mythe. Mais qu'est-ce qui est le plus destructeur pour une armée? La perte de ses soldats ou la perte de sa légende? Si vous aviez été Xerxès, quelle défaite vous aurait le plus inquiété? Partagez votre avis. La perte physique d'une unité d'élite ou l'effondrement de son mythe d'invincibilité? Alors que la nuit tombait sur le deuxième jour de carnage, apportant un répit précaire aux défenseurs épuisés, un homme du pays se présenta au campement de Xerxès. Il se nommait Éphialtès de Trachis. L'histoire a retenu son nom comme le synonyme même de la trahison. Les motivations de cet homme restent obscures. Hérodote suggère qu'il fut mu par la cupidité, espérant une récompense magnifique de la part du roi perse. D'autres historiens ont émis l'hypothèse d'une vieille rancune envers les Spartiates ou ses voisins phocidiens, ou peut-être simplement l'instinct de survie d'un homme choisissant le camp qu'il croyait gagnant. Quelle que soit la raison, l'information qu'il apporta à Xerxès était inestimable. C'était la clé qui allait ouvrir la serrure des portes chaudes. Éphialtès révéla l'existence d'un secret bien gardé par les habitants de la région. Un sentier de montagne appelé le sentier d'Anopé, qui serpentait à travers les crêtes du mont Calydrome et débouchait loin derrière les positions grecques. C'était un chemin difficile, à peine visible, mais praticable pour des soldats d'infanterie. C'était la faille dans l'armure de la défense de Léonidas. Le roi spartiate n'ignorait pas l'existence de ce sentier. Conscient du danger, il y avait posté un contingent de 1000 hoplites phocidiens, des hommes de la région qui connaissaient parfaitement le terrain, avec pour mission de le garder à tout prix. Il leur faisait confiance pour tenir cette position stratégique vitale. Xerxès, retrouvant espoir, n'hésita pas une seconde. Il confia une mission de la plus haute importance à son général Hydarnès, le même qui commandait les Immortels. À la faveur de l'obscurité, une force d'élite, probablement composée des survivants des Immortels et d'autres troupes fraîches, se mit en marche. Le raid nocturne commença. Guidés par Éphialtès, les Perses s'engagèrent sur le sentier escarpé. Ils marchèrent toute la nuit dans un silence quasi total, leurs pas étouffés par le tapis de feuilles de chêne qui couvrait le sol de la montagne. Le silence sinistre des hauteurs n'était troublé que par le souffle des hommes et le cliquetis occasionnel d'une arme. À l'aube, alors que les premières lueurs blafardes éclairaient les sommets, ils approchèrent du poste de garde phocydien. La nuit était calme et sans vent, et le bruit des pas des milliers de soldats perses sur les feuilles mortes fut le premier avertissement pour les gardes. Les phocidiens, surpris dans le demi-sommeil du petit matin, eurent à peine le temps de saisir leurs armes. Un affrontement bref, confus et furieux éclata dans la pénombre. Les phocidiens, en infériorité numérique et totalement pris par surprise, pensèrent qu'ils faisaient face à l'assaut principal et que les Spartiates, dans la vallée, étaient déjà vaincus. Pris de panique, ils se replièrent le plus haut sur la montagne pour tenter d'organiser une défense, abandonnant ainsi le sentier. C'était une erreur fatale. Hydarnès, voyant que l'ennemi fuyait au lieu de lui barrer la route, ignora les phocidiens et ordonna à ses hommes de poursuivre leur descente à marche forcée vers les arrières des Grecs. La voie était libre. La trahison avait porté ses fruits. Pendant que le soleil se levait, illuminant la scène du carnage des jours précédents dans la vallée, une menace mortelle se rapprochait silencieusement dans le dos des défenseurs. Le plus grand héroïsme, la discipline la plus parfaite, la stratégie la plus brillante sur le front principal, tout cela était sur le point d'être anéanti par la cupidité d'un seul homme et la défaillance d'une poignée de gardes. Le cercle de fer et de sang commençait à se refermer inexorablement autour de Léonidas et de ses guerriers. La prémonition d'une mort inévitable flottait désormais dans l'air matinal, plus lourde et plus froide que le brouillard qui s'élevait du golfe. Le triomphe de l'infamie était en marche. Aux premières lueurs du troisième jour, alors que les Grecs se préparaient à un nouvel assaut frontal, des éclaireurs arrivèrent en courant dans le camp, le visage défait. Ils apportaient la plus terrible des nouvelles. Des déserteurs du camp perse, puis les propres guetteurs grecs, confirmèrent la rumeur. L'ennemi était sur leurs arrières. Les phocidiens avaient de céder. Les Immortels descendèrent de la montagne. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre.
Et la panique, si longtemps contenue par la poigne de fer de Léonidas, éclata enfin. Le piège était refermé, ils étaient encerclés. La défaite n'était plus une possibilité, c'était une certitude mathématique. La seule question était de savoir comment ils allaient à mourir. Un conseil de guerre fut convoqué en urgence, au milieu des clameurs et de la confusion. Les chefs des contingents alliés n'avaient au plus qu'une idée en tête, la retraite. Il fallait tenter de s'échapper avant que l'étau ne se resserre complètement, préserver le plus de vie possible pour les batailles à venir. Se battre ici plus longtemps était un suicide pur et simple. C'est à cet instant précis que Léonidas prit la décision qui allait le faire entrer dans l'éternité. Face à la panique générale, il afficha un calme surhumain. Il était d'accord avec les autres chefs. La plupart de l'armée devait se retirer. Leur survie était cruciale pour l'avenir de la Grèce. Il leur ordonna de partir, de se replier vers le sud et de porter la nouvelle de leur sacrifice, de préparer la suite de la guerre. Mais lui, il resterait. Lui et ses 300 Spartiates. Leur mission n'avait pas changé. La prophétie devait s'accomplir. Un roi devait mourir. De plus, le code d'honneur spartiate interdisait la retraite. Leur loi était simple, revenir avec son bouclier ou sur son bouclier. Abandonner son poste était le déshonneur suprême, pire que la mort. En restant, Léonidas ne faisait qu'obéir à l'essence même de sa culture. Mais sa décision n'était pas seulement dictée par l'honneur ou la religion. C'était aussi un calcul stratégique d'une lucidité terrifiante. Une retraite en plein désordre face à la cavalerie perse, qui allait bientôt déferler dans la plaine, se serait soldée par un massacre général. Il fallait une arrière-garde pour couvrir la retraite des Alliés, un noyau de résistance qui fixerait l'ennemi et permettrait au reste de l'armée de s'échapper. Ce noyau, ce serait lui. Sa décision prise, un autre événement extraordinaire se produisit. Le chef des 700 espions, Démophilos, annonça que lui et ses hommes refuseraient de partir. Ils avaient de combattu aux côtés des Spartiates depuis le début et ils mourraient à leur côté. C'était un acte de loyauté et de courage absolument volontaire, souvent éclipsé par la gloire des 300, mais non moins héroïque. Léonidas, en revanche, retint de force le contingent des 400 Thébains. Leur cité était suspectée de sympathie pour les Perses, et il les garda probablement comme otages pour s'assurer de leur loyauté jusqu'à la fin, ou simplement pour qu'ils partagent le sort commun et ne puissent pas se vanter d'avoir changé de camp. La scène fut celle d'adieux tragiques. Des milliers de soldats grecs se retirèrent en hâte, le cœur lourd, laissant derrière eux une petite troupe d'un peu plus de 1000 hommes condamnés. Ce n'était plus de la tactique militaire. C'était devenu un sacrifice rituel, une offrande de sang faite sur l'autel de la liberté grecque. Dans le silence qui suivit le départ des Alliés, les derniers défenseurs se préparèrent pour leur ultime combat. Il n'y avait plus de peur, seulement une froide et sombre détermination. Ils acceptaient leur destin. C'était l'aube des condamnés, le moment où le choix transforme une défaite inévitable en une victoire morale immortelle. Ils partagèrent leurs dernières rations et aiguisèrent leurs armes une dernière fois. Ils se préparaient pour le dernier festin avant le grand voyage vers le royaume d'Hadès. Le soleil se levait plus haut dans le ciel, chassant les dernières ombres des falaises. La tenaille perse se resserrait. Les troupes d'Hydarnès étaient en position sur les arrières, tandis que le gros de l'armée de Xerxès se préparait pour l'assaut final de face. Pour les quelques Grecs restants, il n'y avait plus d'échappatoire. Ils étaient pris au piège. C'est alors que Léonidas prononça les paroles qui résonnent encore à travers les âges. Se tournant vers ses hommes, il leur lança, non pas un ordre lugubre, mais un encouragement presque joyeux, teinté de l'humour noir des guerriers face à la mort. « Prenez un bon petit déjeuner, soldats, car ce soir, nous dînerons au royaume d'Hadès. » Cette phrase n'était pas un simple appel au courage, c'était une déclaration de liberté absolue. La liberté de choisir non seulement comment mourir, mais dans quel état d'esprit. Ils n'allaient pas attendre la mort passivement, ils allaient la chercher. Au lieu de se recroqueviller derrière leurs murs en attendant d'être submergés, les Grecs firent l'impensable. Sur l'ordre de Léonidas, ils abandonnèrent la sécurité relative du défilé et chargèrent. Ils sortirent dans la partie plus large du passage, là où l'avantage numérique des Perses pouvait enfin s'exprimer pleinement.
et se jetèrent la tête la première sur l'ennemi. Ce n'était plus une bataille défensive, c'était une charge suicidaire, une explosion de fureur et de désespoir. Ce n'était plus un combat, c'était un massacre délibéré où chaque Grec cherchait à emporter avec lui dans la mort le plus grand nombre d'ennemis possible. Il se battait avec la furie de berserkers, l'énergie décuplée de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Les Perses, surpris par cette attaque insensée, furent d'abord repoussés. Les Spartiates et les Thespiens taillèrent des brèches sanglantes dans leurs rangs. Ils ne cherchaient plus à maintenir une ligne de front, mais à tuer, encore et encore. Selon certains récits, leur objectif ultime était d'atteindre Xerxès lui-même, de tuer le dieu roi au milieu de ses gardes du corps, un acte qui aurait pu décapiter l'invasion. Au cœur de cette mêlée apocalyptique, Léonidas combattait comme un lion, une incarnation du dieu de la guerre Arès. Il était la cible de tous les Perses, et c'est là, au milieu du chaos, qu'il tomba, transpercé par des lances. La prophétie était accomplie, un roi de Sparte était mort. Mais sa chute ne marqua pas la fin du combat. Au contraire, elle déclencha sa phase la plus féroce. Une bataille épique s'engagea autour du corps du roi déchu. Pour les Grecs, récupérer le corps de leur chef était un devoir sacré. Pour les Perses, s'en emparer était le symbole de la victoire totale. 4 fois, la petite troupe des Grecs survivants chargea les Perses pour repousser les attaques de l'élite impériale et arracher le corps de Léonidas à l'ennemi. 4 fois, ils y parvinrent, au prix de pertes effroyables. 2 des propres frères de Xerxès périrent dans cette lutte acharnée. C'était un tourbillon d'acier, de cris et de sang, un acte de violence pure et non diluée au nom de l'honneur et de la loyauté envers leur roi mort. Le triomphe de l'esprit face à une mort certaine atteignait son paroxysme. Cette charge finale était-elle un dernier acte de défi militaire ou un geste théâtral pour la postérité ? Était-ce une tentative désespérée de changer le cours de la bataille ou une mise en scène consciente de leur propre légende ? Donnez votre avis dans les commentaires. Les Perses, subissant des pertes monstrueuses et choqués par la fureur suicidaire de leurs adversaires, finirent par user la résistance des Grecs par leur seule masse. Lentement, inexorablement, les survivants, épuisés, blessés, furent repoussés. Ils abandonnèrent le terrain plat et se replièrent en combattant sur une petite colline voisine, la colline de Colonos, qui dominait légèrement le passage. C'est là qu'ils allaient livrer leur dernier combat. Sur ce monticule de terre et de roches, le dernier acte de la tragédie des Thermopyles se joua. Les lances des Spartiates et des Thespiens étaient depuis longtemps brisées. Leurs épées de bronze, émoussées par des heures de combat, s'ébréchaient contre les armures perses. Quand leurs lames se rompirent, ils continuèrent à se battre. Ils se battirent avec leurs mains tenues, avec leurs dents, arrachant des pierres du sol pour les jeter au visage de leurs ennemis. C'était la résistance dans sa forme la plus primitive. La volonté de se battre réduite à son essence la plus brute. Bien au-delà de toute raison tactique, au-delà de l'espoir, au-delà de tout, sauf le refus de se rendre. Ils étaient encerclés par des dizaines de milliers d'ennemis, un petit îlot de défis au milieu d'un océan de haine. Xerxès, observant la scène, prit une décision. Il en avait assez de perdre ses meilleurs hommes dans un combat au corps à corps contre ses démons. Le coût de chaque mètre gagné était exorbitant. Il donna un ordre qui mit fin à la mêlée. Il ordonna à son infanterie de reculer et à ses archers de s'avancer. Il allait mettre fin à cette résistance insensée, non pas par la bravoure, mais par une exécution à distance, impersonnelle et lâche. Des milliers d'archers bandèrent leurs arcs. Un sifflement terrible emplit l'air. Des nuages de flèches montèrent dans le ciel, obscurcissant le soleil une dernière fois, avant de s'abattre sur la petite colline. La pluie mortelle tomba sur les derniers défenseurs. Il n'y avait nulle part où se cacher, aucun bouclier pour se protéger. Les derniers héros de Sparte et de Thespis tombèrent les uns après les autres, criblés de traits, sans même pouvoir atteindre leur bourreau. Ce fut une fin sans gloire individuelle, un anéantissement total sous une tempête de fer. Le silence se fit enfin sur les Thermopyles. Quant aux Thébains, que Léonidas avait retenus, ils profitèrent du chaos final pour se rendre. Ils s'avancèrent vers les Perses, les mains levées, proclamant qu'ils avaient toujours été de leur côté et qu'ils avaient été forcés de se battre.
Certains furent tués avant que leur reddition ne soit comprise, mais la plupart furent faits prisonniers et marqués au fer rouge comme des esclaves, un signe de la méfiance de Xerxès. La bataille était terminée. Xerxès, le roi des rois, descendit de son trône et vint contempler le champ de sa victoire. Le spectacle était effroyable. 20 000 de ses propres hommes, selon Hérodote, gisaient morts. La fureur du monarque, face au prix de cette victoire, était sans borne. Il ordonna qu'on retrouve le corps de Léonidas. En violation de toutes les coutumes de la guerre, qui dictaient le respect des morts nobles, il commanda que la tête du roi spartiate soit coupée et que son corps soit crucifié ou empalé. C'était l'ultime expression de sa rage impuissante, la fureur barbare d'un tyran qui, même dans la victoire totale, se sentait moralement vaincu. Sur la colline souillée de sang, une légende immortelle venait de naître de la plus tragique des défaites. La nouvelle de la chute des Thermopyles se propagea dans toute la Grèce. Mais étrangement, elle ne sema pas le désespoir attendu par Xerxès. Le récit du sacrifice de Léonidas et de ses hommes, transmis par les survivants de l'armée alliée qui avait débattu en retraite, se transforma en un puissant cri de ralliement. Ce n'était pas une histoire de défaite, mais un exemple suprême de ce que signifiait être grec et libre. L'exploit des condamnés des Thermopyles devint le catalyseur de l'unité hellénique. Le temps que Léonidas avait acheté à un prix si terrible se révéla d'une importance stratégique capitale. Ces quelques jours de retard imposés à l'immense armée perse permirent à la flotte grecque, sous le commandement du brillant et rusé stratège athénien Thémistocle, de finaliser ses préparatifs. Pendant que Léonidas se battait sur terre, la flotte alliée tenait en respect la marine perse dans le détroit voisin de l'Artémision. Après la chute des Thermopyles, la flotte grecque se replia dans le golfe Saronique, près d'Athènes. Thémistocle, par une série de manœuvres et de ruses géniales, notamment en envoyant un faux transfuge pour tromper Xerxès, attira l'immense flotte perse dans le détroit étroit de Salamine. Là comme aux Thermopyles, la supériorité numérique des Perses fut annulée par la géographie. Les navires grecs, plus agiles et plus lourds, les trirèmes, anéantirent la flotte impériale sous les yeux de Xerxès, qui assistait, une nouvelle fois depuis un trône, à la destruction de ses forces. La défaite navale de Salamine fut un tournant décisif. Sans le contrôle de la mer, Xerxès ne pouvait plus ravitailler son immense armée de terre. Craignant d'être piégé en Europe si les Grecs venaient à détruire ses ponts sur l'Hellespont, il décida de se retirer en Asie avec une grande partie de son armée. Il laissa cependant en Grèce une force considérable sous le commandement de son général Mardonios, avec pour mission de terminer la conquête l'année suivante. L'hiver passa. Au printemps de l'année 479 avant notre ère, près d'un an après les Thermopyles, l'affrontement final eut lieu. Une armée grecque unifiée, la plus grande jamais rassemblée, forte de près de 40 000 hoplites, se porta à la rencontre de Mardonios. Le commandement suprême des forces terrestres était, comme il se doit, entre les mains d'un Spartiate, Pausanias, le neveu de Léonidas. Sur la plaine de Platée, les deux armées s'affrontèrent dans une bataille d'une ampleur gigantesque. Galvanisés par le souvenir des Thermopyles, les Grecs combattirent avec une férocité et une coordination sans précédent. La phalange spartiate, au centre du dispositif, brisa les lignes de l'infanterie d'élite perse. Mardonios lui-même fut tué. La défaite perse se transforma en déroute, puis en massacre. Les forces d'invasion furent complètement anéanties. La menace perse était définitivement écartée. Le sacrifice des Thermopyles avait cessé d'être un acte de bravoure isolé et insensé. Il était devenu le fondement moral et stratégique de la plus grande des victoires, le premier maillon d'une chaîne d'événements qui allait non seulement sauver la Grèce, mais permettre l'éclosion de l'âge d'or d'Athènes, le berceau de la philosophie, de la démocratie, du théâtre et de la science, qui formeraient les fondations de la civilisation occidentale. Plus tard, sur la colline de Kolonos, là où les derniers héros étaient tombés, les Grecs érigèrent plusieurs monuments. Le plus célèbre était un simple lion de pierre en l'honneur de Léonidas. Sur une stèle, on grava une épitaphe composée par le poète Simonide de Céos. Ces mots, d'une simplicité poignante, allaient assurer l'immortalité de leur mémoire.
Ô étranger, va dire à Lacédémone que nous gisons ici par obéissance à ses lois. La bataille des Thermopyles était terminée, mais sa légende ne faisait que commencer. L'épitaphe de Simonide transforma un rapport militaire en une leçon d'éternité. L'exploit des 300 Spartiates et de leurs alliés quitta le domaine de l'histoire pour entrer dans celui du mythe, un récit fondateur qui allait être raconté, réinterprété, utilisé et parfois déformé pendant les 2500 années suivantes. Très vite, les Thermopyles devinrent le symbole archétypal de la lutte de la liberté contre la tyrannie, du courage face à une force écrasante, du sacrifice pour un idéal plus grand que soi. Chaque génération a projeté ses propres valeurs et ses propres angoisses sur ce récit antique. Les Romains, qui admiraient la discipline spartiate, virent dans Léonidas un modèle de vertu civique et de dévouement à l'État. Des siècles plus tard, à la Renaissance, les humanistes redécouvrirent les textes d'Hérodote et virent dans la résistance grecque la première affirmation de l'identité européenne face au despotisme oriental. Les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, imprégnés de culture classique, se référèrent à l'exemple des cités-États grecs et à l'héroïsme des Thermopyles pour justifier leur propre lutte pour l'indépendance contre l'Empire britannique. Pendant la Révolution française, les Spartiates devinrent des icônes de l'austérité républicaine et du sacrifice patriotique. Le mythe se révéla être une arme de propagande d'une efficacité redoutable. Au cours des guerres mondiales, l'histoire fut invoquée par les deux camps pour galvaniser les troupes, chaque nation se voyant comme la nouvelle Sparte résistant à une horde barbare. Le récit, dépouillé de sa complexité historique, devint un slogan simple et puissant. La résistance jusqu'à la mort est préférable à la soumission. Au XXe et au XXIe siècle, la légende a connu une nouvelle vie, explosant dans la culture de masse. Des romans aux bandes dessinées, des jeux vidéo aux superproductions hollywoodiennes, l'image du guerrier spartiate, torse nu et sculptural, défiant des hordes de monstres exotiques, s'est imposée dans l'imaginaire collectif. Ces adaptations, bien que souvent très éloignées de la réalité historique, les véritables hoplites spartiates, portés par de lourdes cuirasses de bronze, ont réussi à conserver et à amplifier la charge émotionnelle primitive du récit. La légende s'est révélée plus forte, plus durable et plus influente que l'événement historique lui-même. Elle a survécu à l'Empire perse, à la cité de Sparte, à l'Empire romain, à tous les empires qui ont suivi. Pourquoi ? Parce qu'elle ne raconte plus seulement une bataille qui a eu lieu en 480 avant notre ère. Elle est devenue un archétype, un morceau du code génétique culturel de la civilisation occidentale. C'est l'histoire, éternellement recommencée, de la confrontation entre la volonté individuelle et la force brute, entre la loi consentie et le pouvoir arbitraire. C'est le récit de la façon dont des hommes, face à un choix impossible, ont décidé que la mort en homme libre était préférable à une vie d'esclave. L'histoire des Thermopyles nous enseigne qu'une défaite militaire peut se transformer en une victoire morale si puissante qu'elle façonne l'avenir. Elle nous montre que les idées, lorsqu'elles sont défendues jusqu'au sacrifice ultime, peuvent devenir des forces matérielles capables de renverser des empires. Léonidas et ses guerriers ont fait leur choix, devenant un symbole éternel. Mais les symboles ne gagnent pas les guerres, ce sont les survivants qui les gagnent. 2500 ans plus tard, leur acte suscite toujours la controverse. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour l'histoire ? Un grand exemple qui inspire à mourir ou une difficile victoire obtenue par ceux qui ont survécu ? Écrivez votre réponse dans les commentaires, votre avis nous est très important.